Euh, alors, pourquoi ce titre, l'ironie marxiste? Pourquoi Lefebvre, Politzer et les autres? Pourquoi rapprocher Lefebvre et Politzer? Je vais le montrer à partir d'une anecdote qui, j'espère, vous fera sourire, comme ça a été mon cas et le cas de Jean. Notre livre, à peine paru la semaine dernière, voilà que notre éditeur reçoit d'un obscur sociologue de Paris 8 une lettre de 30 pages dans lequel il est accusé de publicité mensongère, nous, de plagiat, pour la bonne et simple raison que, après nous être fait préfacer par lui, il y a 6 ans, je travaille depuis une dizaine d'années sur le fait, nous avons préféré avoir recours ensuite à André Tozel, à Michael Lowy, Alain Beer, Thierry Pacaud, Jean-Pierre Garnier, Andy Merrifield. Son nombrilisme est tel qu'il nie même l'existence de ce dernier, Merrifield, qu'il écrit Merrifield. Et alors, il assène 3 choses en même temps. Ça fait penser à une histoire de Freud. Ce Merrifield, on ne sait même pas s'il existe. Les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et puis, peut-être qu'il existe, mais c'est le Thierry qui a fait la préface en signant de son nom. Et puis, de toute façon, les textes qu'il fait, Merrifield, sont très mauvais. Sans se rendre compte, c'est la fameuse anecdote du chaudron. Le chaudron, tu ne me l'as jamais prêté. Ensuite, quand tu me l'as prêté, il était abîmé. Et enfin, je te l'ai rendu en bon état. Et il y a une autre anecdote de Freud, quelqu'un qui adore la Joconde parce qu'elle est vieille et qu'elle a une peau jaunâtre. Et on a l'impression, parfois, malgré quand même quelques mérites de cet obscur sociologue de Paris 8, eh bien, qu'il imite Henri Lefebvre dans ses défauts. Parce que ce n'est pas un petit saint, on n'est pas ici dans le culte de la personnalité. Par exemple, il arrivait à Henri Lefebvre de faire une préface à un ouvrage plus long que le texte lui-même. Comme on voit ça dans des... Quelqu'un se présente l'autre jour à l'ENS, présente un orateur, et il présentait Bernard Lahire, qui s'inspire du marxiste Lucien Goldman. Eh bien, donc en fait, le présentateur se mettait en valeur, lui, pendant une demi-heure. Et Bernard Lahire, pour tourner la chose en ridicule, a dit « Mais je crois que je n'ai plus rien à ajouter. » Donc, il arrivait à Henri Lefebvre, par exemple, dans la préface des cahiers sur la dialectique de Lénine, qu'il a eu le mérite de traduire, de publier. Eh bien, il fait une préface plus longue que le texte. Donc, au moins comme ça, le lecteur se dit... il y a sûrement un peu d'Henri Lefebvre là-dedans. Quelles sont les autres versions? Et alors, Rémi S., je ne voulais pas le citer, j'espère que ce n'est pas enregistré, eh bien, quand il réédite des livres de Lefebvre, et là-dessus, on ne peut que s'en réjouir, il n'est pas le seul, mais alors on a droit à des préfaces où il interprète à sa façon, en enlevant en général la moitié de l'héritage marxien et en nous le faisant passer pour un adepte de l'analyse institutionnelle, cher à des groupuscules de Paris 8. Et notre régent de collège se croit ainsi autorisé à nous régenter, nous taper sur les doigts. Et donc, j'ai fait une réponse abrégée pour ceux qui n'ont pas trop de patience, et une réponse plus argumentée. Et puis aussi mes bouquins, parce qu'ils me présentent comme quelqu'un qui... enfin, c'est tout juste si j'ai le bac, on n'est même pas sûr. En tout cas, j'ai jamais ouvert un livre de Lefebvre, alors qu'il disait tout le contraire dans sa préface du premier livre. Mais on était prévenus par Genghem, certains qui sont passés du Colmao au Rotary Club ou au tango, puisqu'il se présente aussi, notre sociologue, comme un spécialiste du tango. Mais passons sur ces
bêtise, et abordons la question de l'ironie. Donc j'ai marqué au tableau, parce que je serai amené à faire pas mal de parenthèses, et dans le débat que j'espère le plus long possible, et le plus contradictoire éventuellement, eh bien, on abordera d'autres questions que l'ironie. Hein. Vous pourrez, bien sûr, sur Politzer, je suis moins calé que Roger Brouillon, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui est un spécialiste qui a publié contre Bergson et quelques autres, à partir du pamphlet de Politzer, et qui le présente avec des notes extrêmement riches. Donc je ne suis pas, comme Roger Brouillon, un spécialiste de Politzer, et comme en un sens son fils, donc qui n'est pas là, mais que je citerai souvent. Donc, l'anecdote qui précède montre que l'ironie est nécessaire tous les jours dans le combat militant, donc vous en savez sans doute quelque chose. La question de l'humour, c'est pour ça que Jean a bien voulu annoncer mon livre « Mûrir de rire » chez EPU. Et si on part de l'ABC, hein, le rire de Bergson, c'est pas du tout un livre génial, mais enfin, il nous donne des définitions amusantes. Eh bien, dans l'humour, je feins de considérer que ce qui est devrait être. Par exemple, plutôt que me plaindre des contrôles à l'entrée, c'est formidable à Sorbonne, on nous contrôle notre sac et tout, et une fois qu'on est entré, on est sûr qu'on est uniquement avec des gens sûrs, et par conséquent, on a à s'inquiéter de rien. Donc je présenterai de façon idéale les contrôles qui sont parfois lancinants. Et l'ironie, quant à elle, feint de considérer que ce qui devrait être est. Par exemple, au quartier latin, c'est formidable, les fast-foods sont remplacés tous les jours par des librairies, etc. Donc, je dis le contraire de ce qui est. Dans les deux cas, il s'agit d'une critique de la réalité sociale, et donc vous la pratiquez, nous la pratiquons dans ce séminaire, Jean la pratique, ses contradicteurs ou interlocuteurs également. Donc le militant est toujours en travail pour accoucher d'une nouvelle société, mais jusque-là, je n'ai pas encore montré qu'il y avait un rapport entre l'ironie et le marxisme. Je montre simplement, pour le moment, le rapport entre ironie et militantisme en général. On ne fera qu'entrouvrir des portes aujourd'hui. Je ne vais pas faire une théorie de l'ironie. J'élimine les questions linguistiques, bien que un des endroits principaux où j'ai pu intervenir, y compris sur le fait, parce qu'il y a des linguistes extrêmement ouverts, comme à Albi, au CALS, Centre albigeois, littérature et société, eh bien, j'intervenais aussi sur Jean Kelevitch, non, je ne prendrai pas le sens linguistique de l'ironie. Hein. Si vous ouvrez le dictionnaire poétique et rhétorique, vous en avez 50 pages, donc on en aurait jusqu'à demain matin, et ça ne toucherait qu'accidentellement quand même notre sujet. Je prendrai plus l'ironie, bien entendu, comme une attitude dans la vie. Et d'ailleurs, cette attitude n'est pas toujours pratiquée par les chercheurs. Il y a un groupe de chercheurs en humour. Et attention, vous n'avez pas intérêt à dévier d'un pouce par rapport à la ligne officielle. Bon, donc notre titre disait « Le fait, Politzer et les autres ». Je ferai allusion à la fin à Althusser et à Kluskar, avec lequel je prépare depuis un certain temps un ouvrage chez Delga, à partir d'une émission de France Culture où ils dialoguaient ensemble. Delga m'a dit qu'ils avaient payé des droits très chers, donc je ne vois pas pourquoi le livre serait retardé, ça serait dommage. Ça apporte aux deux auteurs, me semble-t-il, parce que le fait va plus paraître à une époque trop esthète, pas assez rigoureux, et Kluskar, malheureusement, il y a eu une tentative honteuse de récupération et de dénaturation par la droite et l'extrême droite aujourd'hui, qu'il s'agisse de Christine Boutin, la page 33 de « Qu'est-ce que le Parti social-démocrate ?» C'est facile à se rappeler, 33 c'est l'âge de la mort de Jésus, dit-on.
Et Christine Boutin sanctifie, absout de tous leurs péchés les Michéa et les Kluskar, parce qu'ils critiquent le désir, et le désir c'est la gauche, et donc ils critiquent la gauche, c'est tout simple. Ne parlons même pas de Soral, dont on hésite à prononcer même le nom. Et enfin, la revue Éléments, qui affiche récemment 2 pages entières sur Kluskar, photographiées avec des penseurs de droite comme Jean Cau, pour nous le présenter comme, vous voyez, un partisan de la contre-révolution intellectuelle. Donc il faut répliquer, parce que à l'époque où moi j'étais étudiant, il n'y avait pas, enfin il y a eu l'OAS évidemment, mais ensuite il n'y avait pas de tel risque de contamination par l'extrême droite. Donc Lefebvre est plus du côté de l'ironie socratique. Je parlais d'accoucher d'une nouvelle société que de l'ironie romantique. J'avais eu un cours de Derrida sur l'ironie, le doute et la question. Il n'y a pas que Jankélévitch qui écrit sur l'ironie. Derrida n'a pas écrit sur l'ironie, mais il a fait un cours en 63-64 là-dessus. Donc, Lefebvre n'est pas d'un bloc partisan de l'ironie romantique, condescendante à l'égard du bas monde et des réalités sociales, puisque Lefebvre est engagé au Parti communiste de 28 à 58, suspendu ensuite, et prenant une vacance de 20 ans en quelque sorte, puis en 78 se rapprochant, disons, étant dans la sphère proche du Parti communiste. Il n'a jamais repris sa carte. Voilà quel argument j'en donne, parce que évidemment, on peut quelquefois, quand on est militant, utiliser de pieux mensonges. Voilà, tout simplement, dans un livre écrit avec Francis Combes, la dernière année de sa vie, un livre d'entretien, à un moment, Lefebvre dit en souriant à Francis, qui dirige les éditions du Temps Cerise, « Est-ce que je dois reprendre ma carte ?» Et Francis Combes répond, « Un fleuve ne retourne pas à sa source. » Donc c'est une phrase, vous voyez, d'un poète assez profond. Tout son élan initial vient de là. Parce que oui, des gens qui m'ont dit, si, il a repris sa carte. Mais je dis, mais quand? Ah, je ne sais plus. Et à quel endroit? Ah, j'ai oublié. Et vous voyez, donc on ne peut pas, évidemment, quand même, surtout quand on n'est pas historien de profession, lancer sans preuve des allégations de ce type. Oui, je suis obligé de dire, c'est une parenthèse qui ne doit pas trop nous faire sourire, que je ne généralise pas sur le plan méthodologique. On ne peut pas parler de Lefebvre sans parler de ses compagnes. Et donc, on ne sait dans quel sens interpréter. Est-ce qu'il choisissait ses compagnes en fonction de l'étape de son itinéraire, ou bien est-ce que, vous voyez, c'est ses compagnes qui l'amenaient à des tournants idéologiques? La question reste entière. Toujours est-il que, donc je fais une parenthèse, ça n'entre pas exactement dans l'humour, mais on a besoin de le savoir. Avant la guerre, il était marié avec Henriette Valette. Il a eu 2 enfants, dont une est devenue agrégée de géographie, alors qu'elle avait des ennuis de lecture. Donc il s'occupait quand même de ses enfants, disons, quand il en avait le temps. J'ai pas, évidemment, je me disais sans cesse, est-ce que je dois faire intervenir un jugement moral? Ça serait ridicule. Mais beaucoup de militants sont souvent partis, donc quelquefois les enfants s'en sortent, c'est le cas de Lefebvre. Donc l'une est devenue agrégée de géographie alors qu'elle avait des problèmes de lecture. Comme je suis pédagogue dans l'âme, hein, je ne peux pas m'empêcher. Ensuite, il a connu plusieurs femmes que j'ai pas réussi à retrouver ou qui étaient mortes. Et alors, je dis aussi, sous couvert de plaisanterie, que ces femmes étaient souvent beaucoup plus jeunes que lui, ce qui, pour le chercheur, est un cadeau, parce que on peut
50 ans après, donc avoir des entretiens avec elle. Et donc, dans sa période situationniste, il a connu Nicole Baurin à Strasbourg, et elle a collaboré en fait à l'ouvrage La proclamation de la Commune. Ce matin, j'étais avec les gens du Métron, il y avait un exposé sur un nouveau livre concernant la Commune de Paris, j'ai cité. Et à la fin des années 70, il se rend compte et il se remarie, parce que son ancienne femme ne voulait pas divorcer, Henriette Valette, qui est une romancière importante, mais donc libertaire. Et les renseignements généraux, parce que je suis allé un peu partout, hein, dans les archives de Montargis, où il a été conseiller municipal, à Bourg-en-Bresse, les archives de Roger Vaillant, son ami, archives du Parti communiste, archives de la Bibliothèque nationale, etc. Et donc les archives du commissariat à côté d'ici, les archives de police font état de nombreuses scènes de ménage en Henriette Valette et avant-guerre et Lefebvre. On ne sait pas si c'est des problèmes politiques, sentimentaux ou les deux mélangés, comme c'est souvent le cas. Et enfin, donc à la fin des années 70, il rencontre une jeune femme qui devient donc sa deuxième épouse, qui est toujours vivante, à laquelle j'écris avant-hier pour lui demander si elle nous autorisait à rééditer éléments de rythme analyse, et qui habite à l'endroit où est né Lefebvre, c'est-à-dire à Navarinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc, maintenant, je passe à une deuxième partie, le sarcasme politzérien. Et sarcasme contre Lefebvre également, hein, parce que oui, le fait de les réunir demande une explication. Ceux qui étaient à la conférence d'Isabelle Guarnet vont comprendre encore mieux, hein, il en avait parlé. Ça ne signifie pas, donc, tout ce que j'ai dit précédemment et mon titre, qu'ils étaient toujours d'accord. Bien sûr, ils sont d'accord, par exemple, pour on a tendance à idéaliser, à faire des statues des héros. Et l'intérêt d'Henri Lefebvre dans La Somme et le reste, où il raconte sa vie, c'est qu'il montre les aspects gamins de Politzer. Et voilà, donc ils sont à la bibliothèque. Georges plonge la main dans le cartable de Camille, il y a Bergson à côté d'eux, s'arrête à la hauteur du maître, allume et installe une bougie, sortie d'où, sur la carapace d'une tortue, la pose délicatement sous la chaise de Bergson. Doucement, l'animal débouche d'entre les jambes du célèbre professeur endormi. Georges, solennel, pointant un doigt au ciel, s'exclame tonitruant « L'évolution créatrice éclairant le vieux monde ». Page 165 de « Les trois morts » de Georges Politzer. Les trois morts, c'est la mort de la Révolution hongroise, à laquelle Georges avait participé. La mort aussi de sa carrière. Je crois qu'il faille préciser que c'est en 1919 ou 20. Oui, oui. Oui, oui. Tout le monde va penser 50. Oui, oui. Ensuite, il aurait rencontré Freud et il chahute un peu les présentations de malades telles qu'elles ont lieu à l'hôpital Sainte-Anne. Et on trouve ça dans Roudinesco, son histoire de la psychanalyse, et Favès-Boutonnier et Politzer chahutent la manière grossière dont était encore, quand moi j'étais étudiant dans les années 60, présenter les malades comme des objets. Et d'ailleurs, un des spécialistes de Lefebvre, qui s'appelle Agenberg, qui n'a pas pu venir, qui s'occupe d'une revue électronique intitulée La Somme et le reste, eh bien, son dernier livre, il collaborait avec Lefebvre. Son dernier livre, c'est sur la suppression volontaire des malades mentaux pendant la guerre. Donc, je cite, donc un point de vue humaniste, pas seulement provocateur, comme parfois il lui est même arrivé d'envoyer un coup de poing dans la figure d'un copain à lui,
mais il ne faudrait pas en rester là. Donc, il est Lefebvre, tel qu'on le lit dans La Somme et le reste, l'ouvrage a 4 éditions. Moi, je citerai la première, mais il n'y a pas tellement de changements ensuite. Lefebvre est choqué par la manière trop brusque dont Polyzère rompt avec son passé et son œuvre psychologique en formation, qui était centrée sur l'existence comme drame, c'est-à-dire comme conflit, comme contradiction. Polyzère se moquait de certains psychologues qui nous présentent encore une fois comme des objets. Voilà ce qu'il écrit, Polyzère, dans Critique des fondements de la psychologie, livre qui était au programme dans les textes français de l'agrégation de philosophie il y a quelques années. Ce sont des événements que le sujet vit, et le terme événement exprime qu'il s'agit du sujet tout entier. Mon fils pleure parce qu'on va le coucher, voilà l'événement. Mais il n'y a là pour la psychologie classique que sécrétion lacrymale consécutive à une représentation contrariant une tendance profonde. C'est tout ce qui est arrivé. On a donc quitté le plan du drame humain dont l'auteur est l'individu concret et on l'a remplacé par un drame abstrait. Certes, tout scientifique utilise des abstractions, c'est ça que Althusser reprochait à Polyzère, mais toujours est-il qu'on ne s'y retrouve pas quand on essaie de résoudre des problèmes personnels en ouvrant des livres de psychologie. Et Georges Polyzère avait aussi des problèmes personnels, hein, Michel en parle. Sa femme était amoureuse de Jacques de Court. C'est pas que je vais entrer dans la petite histoire, mais que tout le monde forcément vit des drames. Et Georges en vivait sûrement, on le voit sur ses photos, il a l'air quelquefois un peu triste. Et Michel insiste pas mal là-dessus. Voilà, pendant toute une période, Michel, que j'avais rencontré aux archives de Fontainebleau il y a une dizaine d'années, toute une période, il en avait eu marre d'être présenté sur les podiums comme un fils de héros dès l'âge de 6 ans. Et donc, il a tout laissé tomber, il s'en fichait complètement de la politique. Et puis, par le biais de l'écologie, dans un premier temps, il a une réflexion sur lui-même et il s'est aperçu que dans ses tableaux apparaissait l'ombre de ses parents. Et c'est très curieux. Je suis allé à une exposition de ses œuvres et il expliquait ça. Donc j'ai les coordonnées, tous les gens dont je parle, j'ai leurs coordonnées. Si vous êtes intéressés, je vous dis mon mail si quelqu'un veut avoir les coordonnées de telle personne pour une recherche. C'est hlethieri, sans point, @yahoo.fr. Voilà. Donc c'est avec plaisir hein, que je discuterai sinon aujourd'hui pendant 5 ou 10 minutes, puis pendant les prochains séminaires, y compris l'année prochaine, j'espère peut-être on pourra remettre ça un jour avec Georges sur, je ne sais pas, art et marxisme, ou je ne sais, par un autre biais. Donc il a eu toute une réflexion à partir de là sur l'histoire de ses parents, sans partager par ailleurs toutes leurs idées, mais en admirant évidemment leur héroïsme. Et je ne veux pas en dire davantage à sa place. Hein. Et voilà, donc le passage que je viens de citer sur la sécrétion lacrymale, c'est page 193. Je regardais ma montre pour être sûr de ne pas être trop lent. Donc, une philosophie, une psychologie du drame, c'est par essence une psychologie non tragique, parce que le drame, c'est une contradiction qui est dépassée par la dialectique, parce que jusque-là, vous allez penser que je m'inspire de nous deux ou de confidences. Non, on va quand même arriver, par le drame polyzérien, par l'ironie lefévrienne, on va arriver à la dialectique. Donc c'est le contraire du tragique, le drame. Toute réflexion sur le sarcasme, parce que c'est peut-être plus de sarcasme qu'il faudrait parler que d'ironie, dans les conditions qu'il vit, évidemment, Georges Polyzère ne fait pas dans la nuance. Et alors Frédéric Worms, qui enseigne à la rue d'Ulm, un peu choqué par les outrances du pamphlet,
mais il essaie de mettre ça uniquement sur le compte de l'époque et du coup, je trouve quand même un peu osé dire que s'ils avaient le temps de discuter, ben, finalement, ils auraient été d'accord, Bergson et Politzer. On ne peut quand même pas faire parler les auteurs une fois morts. Donc, il s'agit plus de sarcasme, par exemple. Bergson a creusé une tanière dans le fromage idéaliste. C'est le style du pamphlet, mais pas d'attaque personnelle, hein, comme se permettent, donc, je disais, certains sociologues parfois. On ne trouve pas d'attaque personnelle dans les formules les plus assassines de Politzer. Bergson se vengera, je ne sais pas s'il pensait uniquement de Bergson, mais dans son testament, il inclut, j'ai le texte hein, que je lirai peut-être tout à l'heure, il inclut une phrase assassine, son testament qui est présenté comme un chef-d'œuvre de réconciliation judéo-chrétienne. Je suis solidaire de mes frères juifs, et donc Bergson se serait converti, mais par charité. Mais on enlève carrément une phrase qui dit que certains juifs l'ont bien cherché. Et le contexte, je vais retrouver la phrase, hein, si vous voulez, le contexte indique clairement qu'il s'agit des résistants communistes. Donc cette phrase, enfin mieux vaut en rire, cette phrase est tellement horrible que, y compris les bergsoniens comme Frédéric Worms dit qu'il n'aurait jamais dû l'écrire, hein, et parce que c'est mettre sur le dos des Juifs qui est arrivé à certains et à beaucoup, et donc voilà. Mais cette phrase, bon, sa femme partant d'un bon sentiment, peut-être a enlevé la phrase, mais là où ça ne va pas, c'est qu'ensuite on l'a suivi et on n'a pas remis. Et puis alors, il faut ajouter aussi que Aragon, on voit ça dans le livre de Politzer, mais aussi dans celui de Juquin, Aragon voulait, dans un souci d'unité intellectuelle de la résistance, a choisi Bergson en disant, avec Bergson, ça fera la réconciliation de la rose et du réséda. Donc, il a fait de Bergson le symbole de la résistance, et donc on a longtemps, transmis ce pieux mensonge que Bergson, finalement, enfin, on ne pouvait pas dire qu'il a fait de la résistance, vu que son meilleur ami a subventionné la milice. Jacques Chevalier a été une première fois ministre de Pétain avec l'accord de son maître, une deuxième fois après la mort de Bergson. Donc c'est difficile de faire de Bergson un grand résistant. Voilà, mais j'ai tous les textes et les références. Et ça, c'est dans mon livre sur Agir avec Jankélévitch. Mais Jankélévitch, bon, devait être un peu mal à l'aise avec tout ça, mais il avait oublié, il a fait... Non plus, je ne veux pas parler à sa place, et retenez uniquement les côtés les plus dynamiques pour un philosophe du rire. Bon, alors Bergson et... excusez-moi, Politzer et Lefebvre étaient loin d'être d'accord sur tout, et ça va même se terminer par une brouille peu avant la guerre. Paraît La conscience mystifiée de Lefebvre et Gutermann, et Politzer est furieux parce que pour lui, la classe ouvrière ne peut pas être mystifiée, elle est par essence révolutionnaire. Enfin, je caricature, je simplifie, et il va jusqu'à dire, mais Maurice Thorez ne l'a pas suivi là-dessus, il n'y a pas de conscience mystifiée, il n'y a que des mystificateurs. Suivez mon regard, mon ami Henri Lefebvre, mon ex-ami. Donc Henri Lefebvre et toute cette bande de philosophes un peu tapageurs qui éditent la revue Philosophie à la fin des années 20, eh bien, leur supérieur, Nizan, je n'ai pas encore cité son nom, et Politzer les voient d'un mauvais œil, disons, on dirait aujourd'hui, ou on disait la génération précédente, c'est des gauchistes, tout ça. Et Nizan fait une description comique, c'est là que je reviens à mon sujet, dans La Conspiration, le roman que vous trouverez en poche ou en bibliothèque.
Et alors, c'est un roman à clé. La Forgue, c'est Henri Lefebvre, un romantique indécrottable. Pulitzer, c'est Carré. On trouvera d'autres clés dans les communistes d'Aragon que je vais dire après. Carré, donc, c'est le contraire de La Forgue, du fait que de sa rigueur intellectuelle et morale. Rosenthal, un riche bourgeois juif, c'est Friedman. J'ai regardé à la bibliothèque à côté de Sainte-Geneviève un livre dans lequel il racontait sa vie, qui est devenu un grand sociologue, mais qui a quitté le marxisme et qui a rompu avec Lefebvre, tout en reconnaissant qu'il avait énormément appris dans cette période. Enfin, il y a un traître qui est Pluvinage. Et comme Nizan désapprouvera le pacte germano-soviétique, à l'époque, comme il y a des tentatives, évidemment, pour casser le parti communiste, eh bien, évidemment, on peut soupçonner celui qui quitte le parti à ce moment-là d'être en relation avec la police, et les bruits ne manquent pas de courir contre Nizan d'une façon évidemment qui est choquante aujourd'hui, mais il n'y a que 10 lignes dans le livre L'existentialisme, il n'y a que 10 lignes de Lefebvre contre Nizan, et je m'étonne de voir certains spécialistes du communisme croire que Lefebvre avait fait tout un livre contre Nizan. Ce qui n'est pas absurde de Lefebvre, mais dire qu'il faudrait quand même lire ces 60 ouvrages pour ne pas se tromper, caricaturer. Même André Tozel, hein, qui m'a préfacé un livre, pendant une époque, transmettait l'idée que Lefebvre n'était pas assez rigoureux, etc. Et il a reconnu qu'il s'était trompé. Enfin, c'est vrai qu'il écrivait parfois trop vite. Hein. Trebitsch, autre spécialisme, qui travaillait à l'Institut d'Histoire Présent et malheureusement décédé il y a une dizaine d'années, eh bien, a dit ça, peut-être que Lefebvre a trop écrit. Dans les communistes d'Aragon, 1949, Pulitzer s'appelle Felzer et le traître s'appelle Orfila, et il reprend le nom d'une rue du 20e arrondissement de Paris. Donc, tout ce petit monde, décrit par Nizan dans La conspiration, fait de la dialectique verbale, d'après l'auteur, surtout sans casser les briques de la réalité sociale, à laquelle Pulitzer se coltine dans l'université ouvrière qu'il a créée. Et ce qui est intéressant dans le livre du Fils, c'est qu'il n'hésite pas à dire qu'au début, il avait des difficultés, encore une fois, à ne pas idéaliser, parce que sinon les héros paraissent inhumains, et donc ça justifie notre propre lâcheté. Par exemple, travaillant sur Jean Kelevitch, la spécialiste François Schwab, je lui dis, mais est-ce qu'il a eu des fois des problèmes avec des parents ou des... « Oh non, non, jamais, jamais !» Et en me renseignant, j'ai dit que c'était le compte. C'est-à-dire, elle avait lu comme moi, mais je n'ai pas oublié la correspondance de Jean Kelevitch avec un ami d'enfance, qui a donné l'objet d'ailleurs à une représentation théâtrale au Mathurin, qui a eu un énorme succès. Et il dit à un moment qu'il vient de se faire saquer par son inspecteur. Là, vous imaginez, il faut ouvrir un de ses bouquins sur le je ne sais quoi, le presque rien. L'inspecteur n'y comprenait rien. Peut-être moins que les élèves. Peut-être ceux-ci développaient plus leur intuition. Et donc, ça n'a pas marché, son inspection. Et ses collègues de Sorbonne ou de Cluny, devenu Cerisy aujourd'hui, pas Cluny, le centre intellectuel Cerisy, mais oui, mais avant-guerre, ça s'appelait encore Pontigny, voilà. Et donc, la première conférence se fait, tout le monde s'arrache les cheveux. Et donc, il a eu des problèmes, mais c'est ça qui fait sa richesse. Et donc, Pulitzer a des problèmes au début, mais ensuite, sa chaleur humaine qui faisait qu'autour de lui, quand il était dans le train, il arrivait à faire un cercle de philo. Sa chaleur humaine a transparu. Et
ce n'est sûrement qu'une sèche retranscription qui essaie de nous fournir les principes élémentaires de philosophie que Delga a eu la riche idée de republier. Mais vous voyez, c'est les notes prises par des élèves et tout ce qui fait la richesse d'un cours, eh bien, disparaît. Donc, autant c'est un livre intéressant, enfin, surtout pour celui qui démarre la philosophie, évidemment, eh bien, autant ce livre ne peut pas transmettre toute la chaleur qui devait se dégager des universités ouvrières, malheureusement qu'on ne retrouve pas aujourd'hui avec les universités populaires de la même façon. Donc, voilà, sur les relations, le sarcasme polyzérien, y compris le sarcasme contre Lefebvre. Et Polyzère aime rire. Voilà quelques passages. Donc j'ai le passage sur Bergson si quelqu'un veut voir la fin. Polyzère rigole scandaleusement quand il voit Charlot sur un écran de cinéma. Note son fils. Tout le monde note le rire grinçant de Georges, son front démesuré, ses yeux moqueurs. Ses yeux brillaient dans l'heureuse lumière de la taquinerie. Voilà différents auteurs. La phrase de Bergson, puis tant qu'on y est. Donc, je la retrouve et que je ne la déforme pas. Oui, Bergson n'avait pas eu le courage déjà de prendre parti pendant l'affaire Dreyfus. Il faut toujours distinguer dans une personne, c'est ce que font pas donc certains intellectuels, l'aspect moral. Le fait de dire qu'il n'a pas toujours fait preuve de courage ne signifie pas qu'il n'a pas de valeur intellectuelle. Donc on mélange souvent tous les arguments intellectuels, politiques. Oui, Frédéric Worms donc critique l'attitude de Bergson et également Madame Chalier. On peut d'autant plus regretter cette parenthèse du testament, d'abord omise par sa femme lors de la première publication, qu'une telle identification des Juifs et du communisme se trouvait au cœur de la propagande nazie. N'était-ce pas se placer en les accusant en tant que Juifs, dit Frédéric Worms, fût-ce temps d'une parenthèse dans le camp des persécuteurs. Donc il faut reconnaître, ils sont très honnêtes et qui reconnaissent cette faiblesse. Voilà. D'autres avis sur le sarcasme polyzérien, sur la voix rocailleuse, rire rauque et forcé, sombre, un rire de rebelle méprisant, décrit par Lefebvre, toujours dans La Somme et le reste. J'ai pensé l'autre jour en allant voir une exposition au musée Georges Sadoul sur un cinéaste de la guerre d'Algérie, dont j'ai oublié le nom. Et Georges Sadoul disait de ce cinéaste qu'un mur s'adresse sur la route de ce qu'il veut montrer. La seule solution consiste à foncer dans le mur, caméra au point et tête en avant. Les murs n'ont qu'à bien se tenir. Et on pense à ça aussi en lisant du Polyzère. Polyzère, disait Jean-François Revel, qui a connu plusieurs métamorphoses comme Gaudi, dont je parle dans mon livre, mais disons que c'est pas toujours amélioré en vieillissant de notre point de vue. Polyzère, le Pascal du matérialisme. Il possède l'ironie, le secret, la tristesse, la violence, la logique, la rapidité, le feu, le désintéressement. Son œuvre est inachevée, d'abord parce qu'il est mort à 39 ans, mais aussi parce qu'il n'aurait pu l'achever. Comme les meilleures pensées sont l'introduction fragmentaire à une apologétique impossible, le meilleur Polyzère est officiellement le prélude à une œuvre de psychologie concrète abandonnée. Bon, il ne renie pas ni Lefebvre ni Polyzère la philosophie, mais ils ont l'idée d'aller au-delà. C'est ce que Lefebvre appellera la philosophie, c'est ce que Polyzère
fera cette fois en se tournant vers l'économie politique. Bon, tout ça nous éloigne un instant de l'humour et de l'ironie, vous ne m'en voudrez pas. Et Lacan disait de Polyzère, le grand esprit de Polyzère renonça à l'expression théorique où il avait laissé sa marque ineffaçable pour se voir une action qui devait nous le ravir irréparablement. Mais heureusement qu'il y avait quand même des gens comme lui pour entrer dans la praxis concrète. Et jusqu'au dernier moment tragique de sa vie, il utilise l'ironie. Oui, oui, la troisième mort, c'est en 1942, il va être fusillé au Mont Valérien après avoir été interrogé, attaché en prison. Et on lui dit, puisqu'il dirigeait la revue La Pensée, interdite pendant la guerre, on lui demande, puisque vous apparteniez à une organisation clandestine terroriste, vous devez sans doute connaître les noms des principaux chefs terroristes, certainement. Acceptez-vous de nous communiquer ces noms, mais avec plaisir. Les deux plus importants chefs terroristes que je connaisse sont le général Stulpnagel et le maréchal Pétain. Alors, quelques passages que je voulais lire parce que il ne faut pas que Michel regrette trop de ne pas avoir pu venir. C'était un voyageur, raconte un témoin, un médecin hygiéniste. C'était un voyageur, cité page 211. Son activité dans les trains, métros et bus était grande. Il partait à 5h30, avec ses cheveux roux, son visage expressif, l'œil scrutateur ne cessait de m'intriguer. Peu à peu, je recherchais le compartiment où il se trouvait. Il y avait souvent de jeunes professeurs de lycée que Polyzère accablait à la fois de sarcasme et de gentillesse, et des inconnus qui réagissaient différemment à la conversation, mais en restaient tous vivement impressionnés. C'est pourquoi le compartiment Polyzère faisait salle comble. C'est paru dans les Lettres françaises, numéro 364. Il y a un tas d'épisodes que, évidemment, sur lesquels je pourrais revenir ensuite. Je passe à une troisième partie, l'ironie et le style. Alors, cette fois, chez Henri Lefebvre. Rire de soi-même, déjà sans tomber dans ce que Dominique Le Surdeau appelle l'autophobie, parlant en particulier des communistes italiens. Il décrit ce processus qui a mené à la disparition du PCI, qui était le plus grand parti communiste occidental. Et il y a un livre aux éditions Delga sur cette fin du PCI. Donc Dominique Le Surdeau critique l'autophobie, et sans tomber dans cette autophobie, parce qu'il a une certaine confiance en lui-même aussi, qui est pour une part dans sa séduction. Lefebvre décrit comment un jour, travaillant sur Schelling, il avait perdu des feuilles, et la police passant par là, on est dans la France profonde, croit qu'il s'agit d'une activité d'espionnage suspecte. Rire des autres aussi, par exemple de Heidegger, avant quand même qu'il ne cède un tout petit peu à la mode heideggerienne. J'ai vu ça en trouvant une discussion avec Beaufray, que j'avais comme prof de Cagne à Condorcet, dans, je ne sais plus alors s'il faut dire, ça a tellement changé de titre, quand c'est France Observateur, ça s'appelait, c'est en mai 1959. Eh bien, c'est vrai que Lefebvre fait toute petite concession. Ça lui plaît que quand Heidegger, qui est invité dans un but politique par le poète René Char, comme ça, René Char est un grand résistant, donc comme il joue au boule avec Heidegger, c'est que sûrement Heidegger était résistant aussi. Et je plaisante, bien sûr. Et donc, quand Heidegger dit que l'homme habite la terre, en citant des poètes, eh bien, ça plaît
s'appelait à Lefebvre, parce qu'il est à l'époque où on construit des villes nouvelles, et il est évidemment par essence contre Haussmann dans son livre sur la proclamation de la Commune, mais contre aussi l'architecture des années 60 avec Le Corbusier. Donc, avant de céder un tout petit peu à la mode heideggerienne, mais après tout, Derrida aussi est tombé, il critique dans l'existentialisme, un violent pamphlet, la métaphysique de grand guignol du penseur allemand. Bon. Il ne se prenait jamais au sérieux, mais encore une fois, il ne faut pas l'imiter dans ses défauts. Et sûrement, ça ferait sursauter Isabelle Garot et tous les spécialistes de Marx. Il raconte carrément qu'il a inventé une phrase de Marx un jour. Il l'a mis en exergue de Introduction à l'esthétique. Et alors, c'est là que, bon, j'en ris, mais ça ne signifie pas qu'on l'approuve, bien sûr, sur ce point-là. Disons qu'il pouvait se permettre, quand on considère l'ensemble de son œuvre. Alors, il y a des gens qui lui écrivaient « Mais, cher monsieur Lefebvre, est-ce que vous pouvez m'indiquer les références exactes de... » Alors, Lefebvre dit « J'ai foutu les lettres au panier. » Et donc, une certaine des aventures qu'on ne peut pas, bien sûr, prendre pour modèle si on était des moralistes, ce qui n'est pas immédiatement notre rôle ici. Et alors, cette phrase inventée, l'art est la plus haute satisfaction que l'homme s'offre à lui-même. Bon, mais il se moque de lui, il ne se prend pas au sérieux, il se moque de lui-même. Et en même temps, alors, il a un peu peur, il dit, attention, est-ce que je vais tomber dans le romantisme révolutionnaire cher à Michael Lowy, cette ironie qui s'égare dans la subjectivité, donc dans l'informe. Est-ce moi? Qui suis-je? Ah, j'oubliais. Oui, oui. Oui, oui, oui. J'oubliais, je suis marxiste. Ici, c'est mieux. Oui. C'est-à-dire à l'époque, le marxisme officiel est représenté par Garaudy, donc qui n'a pas donné quand même des marques de sérieux énormes, parce qu'il y a une confusion de ses responsabilités politiques et intellectuelles. Il passe une thèse en URSS 1 an après une thèse en France, donc on peut évidemment soupçonner quand même le manque de travail. Alors ça rend Lefebvre furieux. Par exemple, il se trouve un jour dans un voyage en Allemagne et Lefebvre a une simple place de client et Garaudy a tout un, d'après ce que dit Lefebvre, il faudrait tout contrôler, mais a tout un wagon pour lui et sa famille. Et donc, il y a une haine entre les deux hommes. Et quand il dit qu'il n'est pas un marxiste officiel, il pense à Garaudy, donc on ne peut pas lui en vouloir parce que, bien sûr, il ne faut pas procéder de façon téléologique, mais on ne peut pas s'empêcher quand même à l'évolution ultérieure de Garaudy. Alors, je vais... je parlais, à vrai dire, dans cette partie, cette troisième partie de l'ironie et le style chez Lefebvre, c'est-à-dire dans son attitude, dans des événements de la vie, en quoi il fait preuve d'ironie. Et maintenant, je vais petit à petit m'orienter vers une dernière partie, ironie et dialectique. Je vais résumer ce que j'ai dit dans la troisième partie par ce passage de Proudhon. Après tout, il était marié donc avec une romancière libertaire. Il intègre un tout petit peu Proudhon dans le livre sur la Commune, au sens où il laisse une place à la spontanéité. Il comprend en 68 dans son livre l'irruption de Nanterre au sommet. Donc il n'oppose pas toujours brutalement Proudhon à Marx. Et c'est pour ça que je me permettrai de résumer la partie avec cette phrase « Confession d'un révolutionnaire » de Proudhon que j'ai trouvé chez Jankélévitch.
Ironie, vraie liberté, c'est toi qui me délivres de l'ambition du pouvoir, de la servitude des faits, du respect de la routine, du pédantisme de la science, de l'admiration des grands personnages, des mystifications de la politique, du fanatisme des réformateurs, de la superstition de ce grand univers et de l'adoration de moi-même. Douce ironie, toi seule est pure, chaste et discrète. Tu donnes la grâce à la beauté et l'assaisonnement à l'amour. Tu inspires la charité par la tolérance. Tu dissipes le préjugé homicide. Tu procures la guérison aux fanatiques et aux sectaires. Et la vertu, ô déesse, c'est encore toi. Voilà le passage de Proudhon. Donc je passe à la dernière partie, ironie et dialectique. Et j'ai cité Proudhon, j'ai fait allusion à la Commune de Paris. Pour Henri Lefebvre, alors ça peut être discuté par des historiens, j'en parlais ce matin, j'étais là avec un collègue, avec les gens du Métron. Ça peut être discuté, mais Lefebvre voit dans la Commune une réaction contre l'osmanisation, bien sûr, ça c'est très intéressant ce qu'il dit là-dessus, mais il voit dans la Commune une fête du printemps de la cité, fête totale, la plus grande des temps modernes. Elle se déroule d'abord dans la magnificence et la joie. Alors tu étais témoin, Patrick, il y a une discussion, et on était une cinquantaine, il y en avait qui disaient, mais oui, dans des événements révolutionnaires, il y a des périodes d'exaltation de ce type. Et d'autres qui disaient, mais oui, mais il y a ensuite la souffrance, l'angoisse, etc. Donc je vous laisse décider de la chose, intervenir peut-être dans la discussion. Ironie et dialectique. Eh bien, partant de l'ironie socratique, c'est dans une période troublée qu'apparaît l'ironie, dit Lefebvre. Oui, les passages que je vais citer là se trouvent dans l'Introduction à la modernité, écrit en 1959, après sa suspension du Parti communiste en 1958. Il a été marqué évidemment par tous les événements de 1956. Il y a 56, il y a eu à la fois donc Budapest, mais il n'en parle pas tellement, il parle beaucoup plus du rapport Khrouchtchev et puis du vote des pouvoirs spéciaux au gouvernement socialiste de Guy Mollet. Et il intervient même dans la cellule de Roger Vaillant, près de Bourg-en-Bresse, à une réunion de cellules sur ce point-là. Bon, mais il y a... en fait, il dit à un moment, je ne suis pas un vrai politique. Il essaie d'écrire dans des revues oppositionnelles clandestines à l'époque, puis il dit non, je ne suis pas un politique. Ce qui m'intéresse, c'est le communisme, la philosophie et les femmes. Voilà ce qu'il répète souvent. Et donc, c'est aussi sur le plan philosophique, non pas qu'il est suspendu, mais qu'il en a... assez du dogmatisme qui sévissait, comme chez nommé Garoudi, par exemple. Alors l'ironiste prévoit son propre échec, s'y attend, encore qu'il fasse le nécessaire pour éviter la défaite. Donc l'ironiste n'est pas masochiste, certes, mais il prend le rôle de l'aliénation pour se désaliéner. L'ironie peut naître en même temps que le dogmatisme qu'elle ne suit pas comme un effet sur une cause. La dialectique, en fait, chez Lefebvre, est souvent proche de l'esprit de finesse. Il est pascalien au départ, il est très marqué par un philosophe chrétien dissident à Aix-en-Provence, et par moments, on a l'impression, c'est ce que montrait Passeron, ici même à la Sorbonne, que les pensées, c'est un ouvrage de dialectique. Parce que, par exemple, quand Pascal nous dit, voilà, le peuple pense ceci, le demi-habile, par exemple, le peuple pense qu'il faut obéir aux lois par conformisme. Bon. Le demi-habile dit, mais non, il faut se révolter contre les lois. Et le sage dit, finalement, le pire... Je caricature un peu,
la pire des choses, c'est la guerre civile. Donc il arrive à une troisième étape qui réintroduit la position de la première étape, mais par un autre biais, en ayant traversé une étape intermédiaire. Donc il y a souvent comme ça un processus ternaire chez Pascal, et c'est ça qui avait séduit Lefebvre et qui a peut-être préparé en un sens à Hegel. Mais pour lui, l'ironie socratique ou les polémiques pascaliennes contre les jésuites ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel. Qui est-il à enfanter, l'ironiste demande, j'allais dire Socrate, demande Lefebvre, une société. De quoi? De l'avenir qu'elle porte. Donc la maïeutique est réinterprétée librement par Lefebvre. L'ironiste ouvre un chemin que la connaissance n'a pu jalonner. C'est une vérité éventuelle ou possible, donc peut-être impossible. Il ne croit pas à une dialectique au sens d'une nécessité qui planerait sur nous, mais il croit à une dialectique au sens de contradiction qui s'offre sans cesse à nous. Et il appelle uchronie le fait de supposer, par exemple, qu'un événement historique aurait pu se passer autrement. Donc il y a sans cesse la possibilité, vous voyez, de ne pas être entraîné par la fatalité. Le temps s'agite, mais en fin de compte, ne détruit rien de substantiel. En vérité, c'est-à-dire la vérité absolue dans l'être ou l'esprit, tout se conserve et tout s'accumule. Le système, fils unique du Dieu des philosophes, voilà en fait ce que combat Lefebvre, le système. Si vous voulez, il y a peut-être un lien entre cette idée de nécessité puis la Seconde Internationale, il faut toujours attendre que les choses soient mûres, alors qu'au contraire, le combattant, près de cette phrase à Napoléon, dit « on s'avance et puis ensuite on voit ». Par exemple, si vous... Hein? C'est repris. Oui, Lénine également. Et vous comprenez ça, si par exemple vous êtes un randonneur, vous ne savez pas comment ça va évoluer, vous avancez, puis vous apercevez qu'il y a une issue, ou au contraire que ce n'est pas la peine de continuer. Donc, il y a une sorte de renversement du pour au contre qui se fait sans cesse dans un processus historique. Et Lefebvre critique le fait que Lénine ait été momifié. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que chacun a sa version de Lefebvre qui correspond à une étape de sa vie. Moi, ayant été donc étudiant ici dans les années 60, j'avais la version quand même d'un Lefebvre des ouvrages sur Hegel, Marx, etc. Et je vais voir une des filles de Lefebvre qui est devenue docteur en philo. Et quand je lui ai cité pour connaître la pensée de Lénine, il m'a dit, mais il n'a jamais écrit ça. J'ai dit, mais si, mais il l'avait connu dans la période situationniste après. Et d'autres vont citer Lefebvre en disant, ah oui, Lefebvre, l'urbaniste, en fait le critique de l'urbanisme, puisque dans la dernière période de sa vie, je n'ai pas eu à faire allusion pour le moment, il va écrire le droit à la ville et une demi-douzaine d'ouvrages sur ce thème que j'aborde dans Sauf qui peut la ville, alors que dans Maintenant Henri Lefebvre, je fais un vocabulaire marxo-lefévrien, et dans Penser avec Henri Lefebvre, une biographie intellectuelle. Voilà. Donc, renversement du pour au contre, qui situe Lefebvre parfois, on a l'impression qu'il hésite entre Pascal et Hegel. L'ironiste aperçoit dans le stable éphémère et dans le solide la corruption qui l'emporte. L'ironie traduit beaucoup plus que l'angoisse la sensibilité au devenir qui corrode les choses et les formes. Si l'ironie ne la prévient, la joie sent l'aiguillon de la souffrance. La pointe aiguë pénètre dans le cœur de la joie. Vous voyez son style en même temps. Et un de ses critiques, c'est bien le style lefévrien qui dit que
le rire et les pleurs se mêlent souvent, et quand on pleure de rire, eh bien, les pleurs forment une sorte de loupe grossissante qui nous permettent de mieux voir la réalité des détails, qui sont souvent l'essentiel. Donc, l'ironie traduit la sensibilité de l'individu aux ironies de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les effets pervers, hein, que ça produit, un événement produit des effets qu'on n'avait pas prévus, y compris sur le plan idéologique. Kluskar, qu'on prétend dénaturer complètement, c'est-à-dire Kluskar critiquait le libéralisme libertaire, la manière dont un certain gauchisme, il pensait à Deleuze, une philosophie du désir, finalement, non seulement ne s'attaquait pas à l'essentiel, mais finalement permettait au capitalisme de créer de nouveaux marchés et finalement oblitérait complètement la dimension du travail. S'il suffit de désirer, eh bien, on oublie complètement le processus de production. Et je dis très rapidement, hein, il faudra qu'un jour on fasse une intervention peut-être sur le faible Kluskar. Et donc on oublie le processus de production et Kluskar donc critique le gauchisme et on voit donc, comme je disais aujourd'hui, des gens reprendre ces critiques mais contre la gauche, en feignant de croire que c'est toute la gauche qui accepte le libéralisme et sans faire de distinguo. Et Lefebvre conclut: « Prends conscience de cette faiblesse la tienne, purifie-toi d'abord par l'ironie de toute volonté de puissance, laisse à d'autres le pouvoir sur les choses et bien plus encore le pouvoir sur les hommes. » Il a eu toute une œuvre littéraire qu'on oublie souvent de citer. J'ai fait un chapitre sur l'humour hein, dans ce livre-là, donc je ne peux pas tout citer, c'est pour ça que j'ai fait des parenthèses, mais il y a un livre sur Rabelais, par exemple. Marx lui-même a écrit sur le comics, Assoun a repris sous le titre « Marx et la répétition historique ». Les événements dans le 18 Brumaire qui se produisent une première fois sous forme tragique se répètent une deuxième fois sous forme comique. Donc j'arrive à ma conclusion, oui. Tu te voulais navire de haut bord, et tu ne fus qu'une dîne, une jetée, un caillou dans le torrent, une bouée flottante, un pieu dans une boue mouvante. Et il entremêle ces développements. Mes élèves faisaient ça en Algérie quand j'étais coopérant, de poésie. Et un élève en France me demande s'il peut faire ça au bac. Je lui dis, il faut que la copie soit complètement cohérente en dehors des poèmes. Et prévenez au début que les poèmes, ça peut être lu avec les poèmes, mais que ça ne doit pas intervenir en négatif, quoi. Vers le cybernanthrope, donc je suis maintenant dans ma conclusion, Lefebvre affirme que les armes spirituelles des anthropes sont l'ironie, l'humour et le sens du cocasse, la satire directe ou indirecte, l'élaboration d'un code de connivence entre les anti-cybernanthropes, c'est-à-dire les technocrates, hein, comme son ami Gurvitch, il les critique violemment. Et j'avais dit que je dirais un mot d'Althusser et Kluskar. Kluskar, je glisse entre... pardon. Hein? Je citerai Althusser, je citerai Kluskar. Kluskar, par le rire, l'énorme éclat de rire qui fera s'écrouler la comédie humaine qui est devenue le clair. Une irrésistible hilarité gagnera tout auditeur de ce messager du néant dans Le capitalisme de la séduction. Édition Chronique sociale rééditée par Delga. Et puis Althusser, j'ai trouvé un passage dans Philosophie et philosophie spontanée des savants. Le philosophe essaie de redescendre du ciel des idées. Sachant qu'il tombe, il essaie de se rattraper dans une théorie de la chute, double comique. Ça fait penser évidemment à ceux qui sont philosophes, le passage de Théétète de Platon, hein, Thalès qui regarde le ciel des idées et qui tombe dans un puits, et la servante de Thrace qui en rit. Donc le philosophe, cette fois,
il prétend théoriser sur le comique, mais ça le rend encore plus ridicule. Donc ça, il s'agit plus d'un comique involontaire. Voilà, et la phrase d'Althusser contre le concret de Polyzère. Ce n'est pas un hasard si Polyzère a pu proclamer l'avènement de la psychologie concrète sans que cette proclamation soit suivie d'aucune œuvre. Toute la vertu du terme concret s'épuisait en effet dans son usage critique, sans pouvoir fonder la moindre connaissance qui n'existe que dans l'abstraction des concepts. Lire le Capital, page 38, note 18. Donc là, je laisse ouvert au débat, peut-être des psychologues dans la salle, la question de savoir s'il y a une psychologie concrète. Et je m'arrête là pour laisser quand même du temps à la discussion. Voilà. Je vais prendre le micro quelques secondes. Merci. Oui. Merci, évidemment. Je mentirai en disant que je lance la discussion, je parle 2 minutes et puis je propose aux autres de le faire plutôt. Tout ça est passionnant puisque d'abord vous avez réussi à généreusement nous faire croire que Michel Polyzère était là pendant un moment au moins, et puis d'autre part je dirais que l'ironie, j'y pense au moins de 3 façons. Dans le contexte marxoïde, critique sociale et plus généralement dans le contexte matérialiste. Je commence par là. Première façon, il y a une causticité qui se manifeste dans ce qu'on pourrait appeler la critique nominaliste qui accompagne généralement tout matérialisme. Il y a des mots qui sont vides, qui sont des bulles de savon, des flatus vocis, comme on dit en jargon médiéval, des souffles de voix. Ils sont évidemment émis, produits par les spiritualistes, et les dégonfler, ça peut se faire de façon très efficace avec le sourire ironique. Il y a quasiment de l'ironie dans le paragraphe 63 de la lettre à Hérodote d'Épicure lorsqu'il dit « Si tu parles d'incorporel pour parler d'autre chose que du vide physique, dans lequel se meuvent les atomes, tu parles pour ne rien dire. » Autrement dit, l'âme spirituelle de Platon, c'est du rien. Ça n'existe pas. Ou c'est des atomes, si on parle selon la vérité. La critique de l'abus des noms, c'est le titre d'un des chapitres de l'esprit d'Helvétius, la critique nominaliste chez Hobbes. Bref, la destruction des baudruches qui se promènent sans cesse du côté du spiritualisme. J'ai cité 25 fois ceux qui m'ont subi depuis leur première année d'études. Le rosier de Madame Husson de Maupassant, chez lequel, comme chez tous les grands romanciers, novellistes, se promènent des philosophèmes. Il faut absolument trouver une rosière, décerner le prix de vertu à Gisors. Et Madame Husson, qui est une bigote, s'affaire beaucoup. Elle envoie, j'espère que je ne l'ai pas raconté ici, docteur. Non, c'est bon. Elle envoie sa bonne, comme on dit dans les bonnes familles, sur le marché de Gisors. Et la bonne déjà citée revient avec des listes de courses où il y a sucre 10 sous, beurre 12 sous, Rosalie Lenoir, qui a été surprise à fauter avec César Dupont à l'oreille du Bois-Riboudet. Bref, celle-là est exclue, elle ne pourra pas faire rosière, elle ne s'est pas bien comportée. Et l'espion, la dame qui est au service de Madame Husson, finit par dénigrer à peu près toutes les jeunes filles du coin, ce qui fait que Madame Husson est obligée de se dire que ça va peut-être être le ravi de la crèche, le bêta du coin, qui se trouve être un homme, qu'il va falloir couronner. Elle s'en va voir l'abbé Malou, son confesseur, qui lui dit « Mais que voulez-vous, madame, vous voulez couronner la vertu, donc qu'elle soit mâle ou femelle, peu importe. » Et évidemment, celui qui se voit décoré et nommé rosier de Gisors et de Madame Husson disparaît 2-3 jours après avoir empoché la prime, et on le retrouve raide mort au milieu de la rue. Il a été faire la noce à Paris.
Mais dans cette façon de dire la vertu, peu importe qu'elle soit mâle ou femelle, c'est écrit avec une majuscule évidemment dans le texte de Maupassant, on a là une sorte de dérision très décapante, très efficace de ce qui ressemble à une idée platonicienne. Deuxièmement, l'ironie, c'est évidemment le sarcasme, ou en tout cas ça peut dériver vers le sarcasme, vous avez prononcé le mot plus d'une fois, et en matière de critique sociale, ça aussi c'est très efficace. Les cyniques que vous connaissez bien, Diogène va à Mégare, dans la ville de Mégare, il voit des enfants en haillons, des moutons débordant de laine, et il s'écrie il vaut mieux être un mouton qu'un enfant à Mégare. Vous savez que le livre 6 de Diogène Laërce, le compilateur, 2e siècle après Jésus-Christ, comporte quelques pages totalement désopilantes sur Diogène le cynique, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui sont une suite d'anecdotes de ce genre, où souvent on voit une critique sociale beaucoup plus décapante qu'on pourrait la trouver chez d'autres philosophes réputés marginaux par rapport aux gens bien. Je pense à Épicure par exemple. Et puis chez Marx, je vous passe sur quelques notes du Capital que je citais en cours récemment. Les traités pour ne pas prendre trop de lard qui sont commis par un certain docteur Harvey. Marx fait une plaisanterie dans la plaisanterie en disant évidemment c'est pas celui qui a découvert la circulation du sang, c'est un contemporain. Et il oppose ça aux statistiques données par les médecins disant que la classe ouvrière crie famine et subit notamment des carences terribles en matière d'absorption de nourriture, je cite, adipogène, donc riche en matières grasses. C'est Marx critiquant le passé du futur Bonaparte, Napoléon III, qui fut Carbonaro, qui avait commis un petit traité, l'extinction du paupérisme, dans lequel il parlait beaucoup d'asiles de nuit et de maisons plus ou moins charitables pour les pauvres. Marx dit, voilà un garçon qui souhaite l'extinction du paupérisme après 10 heures du soir. Cette manière, évidemment, d'être caustique, on compare souvent Marx à Lessing, à Voltaire, ses proches le voient comme cela. Dès qu'il est jeune, il impressionne aussi par sa force ironique. Ça a un rapport avec ce que vous dites. Et puis, troisièmement, là, je vais vraiment être bref, c'est juré. L'ironie, on l'oublie souvent, surtout dans les vieilles puissances anciennement coloniales, dans les endroits où les citoyens se comportent un peu comme les citoyens de puissance impériale, c'est-à-dire comme des gens qui ne s'initient pas trop aux langues étrangères et qui croient que tout se passe dans leur quartier et qu'ils ont tout vu et tout su. L'ironie, c'est le propre souvent des peuples opprimés, des colonisés, de tous les peuples dominés. Toutes les anecdotes que colportent tous les peuples qui ont l'habitude de subir, d'endurer, c'est l'ironie aussi. Alors, ce petit topo trop long malgré mes promesses, mais ça c'est habituel, ça constituerait une première question si vous avez la patience de considérer que c'était des questions. On va demander à nos amis de poser des questions qui se terminent vraiment par des points d'interrogation, puis on vous donne la parole selon le rite bien connu. Je me rappelle un livre de Vaillant-Beaumas qui se termine par « L'époque sera enthousiasmante et terrible ». C'est-à-dire ça forme un couple, souvent la tragédie et la comédie. On voit ça dans un roman qu'adorait Lefebvre, qu'il adorait expliquer en collège et en lycée, parce qu'il était dans le secondaire. Il a une thèse que tard et un poste de maître de conférence en 61 seulement, à Strasbourg, puis ensuite à Nanterre. Eh bien, il adorait faire lire Les Thibauts à Martin Dugard, quelqu'un qui m'a dit, ça m'a flatté, t'es un des derniers à avoir lu Les Thibauts. Ça fait 2500 pages. Et au moment même où Jacques meurt, après avoir fait campagne pour la paix, pour Jaurès, Jacques Thibault meurt. Et au moment même, il y a sa femme qui accouche et il y a la joie du bébé qui vient d'arriver. Donc, vous voyez, la joie et l'angoisse sont intimement mêlées. Hein. Ça, je ne voulais pas donner une version lénifiante de l'ironie qui consistera à tout accepter, auquel cas, évidemment, ça s'opposerait complètement au projet lefévrien et marxiste. Voilà,
Oui, j'avais oublié de citer Lucien Sèvres. En gros, il dit qu'il maintient ses critiques sur l'aliénation, mais qu'il les a exprimées d'une façon totalement inadmissible. Le premier livre qui est paru en France sur Lefebvre, c'était un violent pamphlet où Sèvres opposait Lénine et Lefebvre. Et voilà, donc sa position aujourd'hui. Et j'ai eu une trentaine ou une quarantaine d'entretiens, et la position de Labica, qui devait me préfacer, puis qui est mort malheureusement, eh bien, c'est qu'on peut parler d'aliénation à condition que ça ne soit pas opposé à l'exploitation, que ça ne devienne pas une nuit, une sorte de nuit où toutes les vaches sont noires. Et moi, le cours de Lefebvre qui m'avait marqué, donc c'est celui qui durait tout un an, en 63-64, sur l'aliénation. Mais Lefebvre n'était pas pour le retour pur et simple aux Marx de jeunesse, hein, comme certains, comme Korsch, etc. Il considérait Marx comme une totalité en évolution, mais il refusait de parler de coupure épistémologique, mais en remarquant perfidement que Althusser finalement reculait cette coupure d'année en année, et finalement, à la veille de sa mort, Marx n'était pas encore marxiste. Mais il n'a pas cherché les polémiques inutiles avec Althusser. Il a même eu une phrase, d'ailleurs sa dernière femme avait lu des textes d'Althusser. Eh bien, il a une phrase en disant que finalement, il y avait place pour une interprétation scientifique du marxisme et pour une sorte de romantisme révolutionnaire. Et puis, alors, oui, je devais lire un passage de Kluskar qui est celui-ci. Il avait fait un chapitre, il avait bien voulu faire un chapitre comme Gabaud, autre philosophe marxiste. Et il avait bien voulu faire un chapitre dans mon ouvrage « Savoir en rire ». Et au lieu de prendre le parti de l'humour contre l'ironie, c'est souvent ça, hein, le bon sens. L'humour, on se moque de soi, l'ironie, c'est pas bien, on se moque des autres. Mais alors il inverse. Pour lui, c'est l'ironie qui doit être défendue. L'ironie ne doit pas être confondue avec l'humour. Celui-ci est une catégorie froide de constats sans alternative. Il permet bien souvent le cheminement du désespoir, du scepticisme, du nihilisme. Il est le constat de l'absurde. Bien souvent aussi, il est porteur d'une revendication élitiste, d'un savoir transcendantal qui sanctionne. Il est distinction. Pour qu'il ait humour, il faut que l'autre manque d'humour. L'ironie socratique, elle, est une provocation réflexive, le moyen du dialogue, le choix de la communication. Alors, l'éducateur peut en venir au sérieux le plus profond, le plus grave, tout en cheminant par le jeu, la plaisanterie, le rire. Il concurrence même l'éducateur laxiste. Mais alors que pour celui-ci, le ludique est une finalité, pour l'ironie socratique, pour l'ironie, ce n'est qu'un moyen. L'enseignement devient un peu le jeu du sérieux. Donc, il renverse ce point de vue habituel. Trop souvent, hein, l'humour, c'est comme si je plaisantais avec le premier rang, et puis les autres, vous n'avez pas fait de grec, vous ne pouvez pas comprendre ma plaisanterie. Donc souvent, c'est une distinction. L'humour, et donc si on a des élèves, ou même des éditeurs, il faut toujours expliquer les sous-entendus. Et par contre, prise au sens socratique, l'ironie peut être conçue comme égalitaire, puisque, par exemple, dans le Ménon, il fait travailler sur la question de la duplication du carré un esclave, en montrant qu'il est capable de trouver la solution. Bien sûr, il souffre par ces questions la solution. Donc voilà, Kluskar, prenant à rebrousse-poil toutes les idées à la mode, y compris sur l'humour et l'ironie. Je suis sûr que ça va susciter d'autres... Oui, il y a une dame qui veut... Oui. Avant de donner la parole, une phrase s'est promis qui m'avait irrité, surtout par la personne qui la citait sans cesse et qui incarnait l'esprit de sérieux à mes yeux. Une phrase de Rilke que vous connaissez. Oui, alors, contre l'ironie. Dans un jeune poète, oui, malgré oui, toute sa sensibilité, oui. Il a une phrase hyper pontifiante. Oui. Ça doit être les tréfonds ou quelque chose comme ça. L'ironie n'y descend pas.
Enfin, Oui. Il y a un moment où l'ironie atteint ses limites et ça a l'air d'être très sérieux. Oui. Cette phrase m'avait souvent titillé par sa raideur. C'est-à-dire, ça peut se comprendre dans les deux sens. Soit il évolue et donc, sans s'en rendre compte, il recherche des amis et des compagnes qui vont dans le sens de cette évolution. Soit, alors on explique par l'influence d'une personne son changement, soit les deux à la fois. Et toujours est-il que quand il appelle à voter communiste et il fait un article « Ne pas rester prisonnier du passé », évidemment, beaucoup de gens vont lui en vouloir. Par exemple, Charlotte Delbo, une grande résistante, qui avait été son amie, sa secrétaire, le trait de vieux gâteux, etc. Bon. Alors, oui, j'ai été amené à parler, évidemment, de son style, de sa vie quelquefois, mais en ce qui concerne, il faudra y revenir une autre fois. Je cite quelques titres de livres que j'ai pas pu aborder parce qu'ils n'entraient pas dans le sujet. Il commence par un ouvrage sur Schelling avec Politzer. J'ai cité Conscience mystifiée, j'ai pas cité Le nationalisme contre les nations. Et oui, étant donné que notre conscience peut être mystifiée, les ouvriers peuvent évidemment se laisser entraîner par le chauvinisme, etc. Donc, un livre qui peut être utile de lire aujourd'hui, bien entendu. Cahier sur la dialectique de Lénine. Il utilise quelquefois aussi Nietzsche. Il donne une interprétation bienveillante qui sera critiquée par certains. Il n'est pas d'accord là-dessus avec Lukács. Enfin, bienveillante jusqu'à un certain point. Et il veut l'arracher aux mains des nazis. Voilà sa formule. Un pamphlet sur l'existentialisme, un ouvrage sur logique formelle, logique dialectique. Et puis alors, ce que beaucoup considèrent comme l'essentiel, critique la vie quotidienne en 3 tomes. Ça donnera le meilleur et le pire, le dernier Baudrillard. Le meilleur, il était proche du premier Barthes. Ils étaient fort amis. Mythologie de Barthes s'inspire au fond du marxisme lefévrien, mais ensuite il va s'enfermer, selon Lefebvre, dans un système structuraliste. Nous avons ensuite alors un ouvrage sur Descartes, où il oppose Descartes physicien, Descartes métaphysicien. Un que c'est sur Marx qui aura 24 éditions et le best-seller des presses universitaires de France, même une pièce de théâtre, un ouvrage sur Diderot, Pascal, Musset, Rabelais, Pignon, Lénine, et une thèse sur la vallée de Campan. Donc c'est incroyable, un philosophe comme Lefebvre, une thèse de géographie. C'est pour ça que j'ai mis comme sous-titre géographe radical. Et elle serait rééditée par un groupe de Navarinx. Mais j'ai écrit au groupe, l'adresse d'Internet était apparemment fausse. Un autre ouvrage sur les Pyrénées, la métaphilosophie qui a été occultée par, c'était en 65, par les ouvrages du groupe d'Althusser. Position contre les technocrates, où il attaque Bill-en-Tête Foucault, mais ensuite il a eu l'explication avec lui. Et puis viennent, après l'irruption de Nanterre au sommet, tous les ouvrages sur la critique de l'urbanisme, le droit à la ville, du rural à l'urbain, la révolution urbaine. Un ouvrage peut-être ambigu, le manifeste différentialiste, une critique au-delà du structuralisme, les modes ambiantes. Ensuite, une nouvelle autobiographie, Le temps des méprises, un nouveau livre, Hegel, Marx et Nietzsche, une nouvelle polémique, l'idéologie structuraliste, un ouvrage en 4 tomes sur De l'État, et puis ces derniers ouvrages, Qu'est-ce que penser, le retour de la dialectique. Et donc c'est difficile de résumer ces grandes idées, surtout que j'étais tenu quand même à la question
de l'humour et de l'ironie. C'est certain que une première lecture peut faire croire que c'est un dilettante. Puis aujourd'hui, évidemment, il y a une spécialisation pour le meilleur, mais quelquefois pour le pire, qui fait que ça passerait pas pour sérieux. Quelqu'un qui fait des livres de géographie entre deux bouquins sur Hegel, il se déconsidérerait dans les deux départements. Donc, vous voyez, c'est difficile à... donc, ce qui est intéressant, c'est le passage d'une discipline à l'autre, le fait qu'il introduit du désordre dans les esprits, dans les choses, en poussant donc un petit peu comme faisait Socrate, oui, les géographes à s'interroger sur ce qu'est la géographie, les philosophes à ne pas rester enfermés dans leur petit monde clos. Et aujourd'hui, moi qui les ai connus, ça me heurte, y compris Derrida que j'ai connu en 63. À la limite, c'était le pied noir qui arrivait du bled, j'exagère à peine, extrêmement costaud, piquant des colères énormes si on avait oublié un texte, etc. Et quand je vois aujourd'hui des colloques sur Derrida de pontifiant, ça me paraît, dans le style déjà, une trahison, mais enfin, comme je me tais parce que je n'ai pas lu tout Derrida. Alors, de même Lefebvre, c'est difficile il a essayé à la fin de sa vie, justement, dans Qu'est-ce que penser, ou Le retour de la dialectique, il a essayé de centrer sur certaines idées forces. Disons, l'idée force, c'est la critique de la vie quotidienne, mettons. Je voulais ajouter que Charlotte Delbo, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas ce nom, c'est l'auteur DELBO de 3 bouquins tout à fait sublimes, parus aux éditions de Minuit ou chez Gallimard? Aux éditions de Minuit, décrivant la vie des camps et nazis et l'hystérie de la vie dans les camps. Toujours courir, toujours essayer d'échapper aux coups, toujours aller travailler, revenir du travail à un rythme infernal. Et elle a adopté d'abord la sage ou inquiétante mesure qui a consisté à laisser pendant 30 ans impublier ces pages formidablement écrites. Et puis d'autre part, le style du poème en prose. Ça a l'air de mal se marier avec l'objet qui est rapporté dans le livre, enfin l'ambiance, l'atmosphère et l'époque historique qui est décrite. Mais ce sont vraiment des textes immenses, immenses littérairement. Et puis alors, moi je l'ai croisé au milieu de 200 ou 300 personnes, il était à une tribune, donc ça fait quand même assez peu comme vie commune. Lefebvre, mais je crois que ça peut aider à répondre ce que j'avais vu en 1983 à Nanterre lors d'un colloque organisé par notre ami Labica à la question qui planait, est-ce la femme ou est-ce Lefebvre? Je dirais que le Parti communiste, dans les années 76, commençant d'adopter une ligne dans le détail très erratique, une fois dans le zig, une fois dans le zag, mais sur le fond, martelant, nous n'avons plus rien à voir avec le grand frère soviétique, nous ne sommes surtout pas ceux que vous croyez, nous nous défaisons du passé, d'ailleurs le passé a-t-il seulement existé? Beaucoup de grands et de petits esprits qui avaient quitté ce parti et qui en éprouvaient une certaine douleur, puisque ce n'était pas l'époque contemporaine, où on peut être dirigeant numéro 1 du Parti communiste, en 2002, sénateur apparenté communiste en 2010, sénateur socialiste en 2014, et ministre itinérante qui en veut, surtout quand on veut un portefeuille de ministre, je pense à Robert Hue, mais c'est pas l'époque où vous voyez des Fitterman, des gens qui ont été communistes importants et qui deviennent ensuite quelque chose d'autre dans un autre parti. Alors bref, la conjonction des astres, un parti dont la direction n'en finit pas de se tirer dans les pieds, et des personnes de la taille de Lefebvre éventuellement qui sont toujours des sortes d'électrons libres, ça fait que Lefebvre revient, il refréquente. Vous l'avez connu, moi non, mais c'est ce que j'ai vu en quelques secondes. Il refréquente des gens qui en sont encore, qui tirent dans tous les sens puisque la mode est lancée. Ça devient une sorte de club social-démocrate, ce Parti communiste français où tout le monde raconte n'importe quoi en public.
Et je me souviens de gens qui d'ailleurs sont pas forcément restés hyper eurocommunistes ou qui sont vite revenus de l'idée que le socialisme était en construction à partir de juin 81 quand Mitterrand a été élu, faisant des mamours à Henri Lefebvre en disant vous qu'on a évincé pendant si longtemps, vous revenez vers ceux qui n'ont pas su vous donner la reconnaissance que vous méritiez. C'était en même temps émouvant et un peu pitoyable, non pas Lefebvre, non pas forcément les mamours, ceux qui donnaient de tels mamours, quoi qu'ils n'étaient pas dans leur meilleur jour, mais le contexte était glauquissime puisqu'il annonçait la suite. Oui, mais je nuance un petit peu. C'est qu'en 77, il y a la rupture du programme commun et c'est justement au moment où le PCF se distingue du PS que Lefebvre va le rejoindre et il fait un tour du monde et il s'aperçoit que les slogans de la social-démocratie sur l'autogestion, par exemple, sont complètement creux. C'est juste une formule publicitaire. Et lui qui y croit est vraiment choqué. Et il ne rejoint pas non plus donc, ceux qui étaient appelés les gauchistes parce qu'il les trouve trop sectaires. C'est vrai qu'il y a une tentative de récupération, bien sûr, de même pour Garaudy, et donc a pu mal tourner. Mais par exemple, Attali discute avec Lefebvre. Mais vous êtes pour l'autogestion, ben alors venez avec nous, etc. Mais Lefebvre ne se laisse pas du tout embarquer donc dans cette aventure. Et il n'aura aucune responsabilité sous le programme de la gauche. Dans le Parti communiste, il sera des fois consulté sur les questions du logement, par exemple. Et ses livres édités aux éditions sociales. L'extrême droite aussi a repris cette idée de différence. Et puis un droit, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Donc le droit pour tout le monde est différent de tout le monde. Il y a quand même un certain nombre de contradictions. Oui, peut-être. Si on prend ça comme référence, tout devient ambigu. Tout est assez ambigu, d'ailleurs, comme on dit. Alors là, on relève à l'ambiguïté de l'ensemble des éléments de la critique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut insister sur ce qui est semblable? D'accord. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que le MRAP a appelé... Il faudrait répéter pour le fond ce qui oui. a été dit. Les deux dernières phrases. Gramsci a été réutilisé par l'extrême droite, tout est réutilisé. Donc tout est ambigu. Dire que c'est la question. Vous voulez pas le dire oui. Dans le micro oui. Est-ce que tout est ambigu puisque même Gramsci a été utilisé par l'extrême droite? Alors, moi j'hésite parce que c'est vrai que par exemple le MRAP, Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, avait intitulé sa revue Différence. Mais est-ce qu'il faut insister alors sur ce qui est différent ou sur ce qui fait de nous des semblables d'une certaine façon? Faudrait reprendre des textes du manifeste différentialisme, mais il me semble si aujourd'hui il y a des gens qui cherchent à utiliser Kluskar et Lefebvre pour les transformer en leur contraire, c'est peut-être là-dedans qu'ils pourraient trouver des thèmes. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y a encore une ou deux questions rapides, ça me donnerait confiance, qui seraient les dernières. Est-ce que personne ne regrettera rien? Alors, la dernière. De le faire avec des gens comme Lukács, Sartor, et avec les conseillistes, surtout que la révolution hongroise a été très importante. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, oui. Il m'interroge donc. Donc je suis interrogé sur le rapport avec les conseillistes hongrois, mais alors je ne connais pas de texte de lui là-dessus. Par contre, sur Lukács, voilà, il y a un problème, il y a toujours des problèmes d'ego. Hein. Alors évidemment, Lefebvre, ça lui fait un peu d'ombre, Lukács, mais ils se sont rencontrés, il le défend contre ses censeurs. Par exemple, Lukács avait dit les pays socialistes n'ont pas encore produit d'aussi grands chefs-d'œuvre que Dostoïevski et Tolstoï. On lui fait un procès
morale là-dessus. Lefebvre n'est pas d'accord, mais il n'est pas avec ses censeurs, mais il n'est pas d'accord avec l'esthétique de Lukács, qui est très classique. Il n'est pas d'accord sur la critique de Nietzsche. Donc il y a un tas de points esthétiques, philosophiques avec lesquels il n'est pas d'accord. Par contre, sur le plan politique, ils ont parfois des convergences. Et Patrick Tort a réédité un livre où il explique, Patrick Tort, le président du cercle des études darwiniennes, oui, et il a eu le mérite de publier un texte sur Lukács de Lefebvre. Gramsci, il n'a pas entièrement lu et parfois il se trompe même un petit peu, il se méfie un tout petit peu à tort, et de même Rosa Luxembourg. Mais ensuite, il la critique d'abord comme une aventuriste dans ses ouvrages jeunesse, mais ensuite dans De l'État, il lui donne une version plus fidèle à l'histoire. Voilà.